Une armée de près de 20 000 hommes encercle une cité fortifiée sur une colline. Béziers possède des murs épais et des réserves d'eau suffisantes pour l'été. Selon la doctrine de l'époque, un tel siège demande des semaines de travaux. Il faut assembler des trébuchets, creuser des sapes et isoler la garnison. Pourtant, la ville tombe en moins de 4 heures. L'armée assaillante n'a même pas terminé de dresser son campement. Aucun engin de siège n'a tiré le moindre projectile. Les troupes d'élite n'ont pas encore reçu d'ordre d'assaut. Ce décalage contredit toute la logique militaire du XIIIe siècle. Qu'est-ce qui a provoqué le fondrement mécanique d'une place forte intacte en une seule matinée? La réponse ne réside pas dans la puissance de feu. Elle se trouve dans une erreur de géométrie spatiale lors d'une sortie défensive. Une simple porte laissée ouverte a annulé l'intégralité de l'avantage topographique de la cité. En juillet 1209, la croisade contre les Albigeois pénètre dans le Languedoc. Le légat pontifical Arnaud Amaury commande cette force composite. Raymond Roger Trencavel, vicomte de Béziers, évalue la situation tactique. Il comprend que la ville ne peut soutenir un siège prolongé face à cette masse. Il choisit de se replier vers Carcassonne avec ses meilleures troupes. Béziers est confié à sa milice bourgeoise et à une garnison réduite. La ville repose sur un promontoire rocheux surplombant le fleuve Orbe. Cette élévation impose une pente raide à tout attaquant venant du sud. L'armée croisée atteint les abords du fleuve le 21 juillet. Les assaillants font face à une contrainte logistique immédiate. 20 000 hommes et leurs montures consomment d'énormes quantités d'eau et de fourrage. Chaque cheval de guerre nécessite plus de 30 litres d'eau par jour pour rester opérationnel. Les puits autour de la ville ne peuvent soutenir une telle cadence de pompage. Les réserves locales s'épuisent vite sous la chaleur estivale. Le temps joue théoriquement en faveur des défenseurs. Les croisés commencent à installer leurs tentes et leurs lignes de ravitaillement. Ils opèrent sans couverture défensive stricte. La masse de l'armée inclut des milliers de ribauds. Ce sont des civils non combattants, des mercenaires et des valets d'armée. Ils ne portent pas d'armure lourde et échappent à la chaîne de commandement. Leur présence encombre l'espace de déploiement autour du pont franchissant l'Orbe. Les défenseurs de Béziers observent ce désordre depuis les remparts. L'attente devient une contrainte nerveuse. La garnison voit une opportunité d'exploiter la désorganisation adverse. Frapper le campement avant qu'il ne soit fortifié permettrait de détruire le ravitaillement. La décision de sortir des murs est prise le 22 juillet au matin. Face à une armée supérieure en cours de déploiement, garderiez-vous la sécurité statique des murs?
Ou risqueriez-vous une sortie pour détruire leur logistique? Laissez votre évaluation tactique en commentaire. La garnison ouvre une porte et déploie une force légère sur le pont. L'objectif est de harceler les groupes isolés et de perturber l'installation du camp. Les miliciens biterrois traversent le pont et engagent le premier contact. Ils utilisent des arcs et des arbalètes pour frapper à distance. Les premiers tirs ciblent des valets d'armée sans protection balistique. Le taux de perte initiale favorise les défenseurs de la ville. Les passements sur le pont permettent théoriquement un repli ordonné si nécessaire. Mais l'engagement change rapidement de nature sous la pression du nombre. Les ribots, bien que sous-équipés, possèdent un avantage numérique écrasant. Ils réagissent avec des armes courtes, des gourdins et des couteaux. L'absence d'armure lourde leur donne une mobilité supérieure sur ce terrain meuble. Au lieu de fuir, ils convergent en masse vers la tête de pont. La géométrie de l'affrontement se retourne contre les miliciens. Les biterrois se retrouvent coincés dans un entonnoir de chair et de bois. La pression physique de la masse adverse supprime l'espace nécessaire au tir. Une arbalète demande plusieurs dizaines de secondes pour être réarmée. Le tireur doit placer son pied dans l'étrier et tirer la corde. Ce mouvement biomécanique exige un espace libre d'au moins 1 mètre. La compression humaine sur le pont supprime cette distance de sécurité. Le rechargement devient physiquement impossible sous la poussée des ribots. Ce délai balistique crée une faille mortelle à très courte portée. La ligne défensive cède sous la simple poussée cinétique des assaillants. Les miliciens amorcent une retraite désorganisée vers la porte de la ville. Le repli perd instantanément sa cohésion sous le poids de la poursuite. Les assaillants se collent aux défenseurs pour échapper aux tirs des remparts. Cette proximité annule l'avantage de la hauteur. Les archers sur les murs ne peuvent plus tirer sans toucher leur propre ligne. Le flux humain ininterrompu atteint l'entrée de la ville fortifiée. La mécanique des portes devient le point critique de la bataille. Une porte de cette taille pèse plusieurs tonnes. Elle nécessite un espace dégagé et un effort coordonné pour pivoter sur ses gonds. La densité des corps fuyant vers l'intérieur bloque le mécanisme de fermeture. Le poids combiné de centaines de fuyards rend le pivotement des vantaux impossible. Les gardes tentent de dégager l'axe, mais le flux entrant exerce une pression contraire. Les ribots s'engouffrent dans cet interstice avant le verrouillage final. La barrière physique entre l'intérieur et l'extérieur disparaît. Le siège est rompu sans qu'une seule échelle ne soit posée. Une fois la porte franchie, le combat change de dimension.
Il passe d'un affrontement ouvert à une friction urbaine extrême. Les rues étroites de Béziers compressent les combattants des deux camps. L'espace de manœuvre tombe littéralement à zéro. Les lances et les longues épées perdent leur efficacité face au manque d'amplitude. Les ribots utilisent leurs armes de contact rapprochées avec un avantage mécanique. Leurs dagues glissent entre les points faibles des protections de tuiles. L'absence de formation structurée empêche toute rotation des troupes à l'avant. Les défenseurs épuisés ne peuvent pas reculer pour se faire remplacer. Les corps s'accumulent et créent des obstacles imprévus dans les ruelles. Le sang rend les pavés glissants, réduisant la stabilité des appuis. La garnison tente d'établir des barricades de fortune avec des chariots. Mais le flux continu d'assaillants sature chaque ligne de défense improvisée. La vitesse de l'infiltration dépasse la capacité de transmission des ordres. Les capitaines biterrois perdent le contrôle de leurs unités isolées. Le bruit du combat remonte jusqu'au campement croisé principal en contrebas. Les commandants et les chevaliers réalisent soudainement que la ville est ouverte. Ils n'ont pas donné l'ordre d'assaut ni planifié cette percée. Leur principale préoccupation devient le contrôle immédiat du pillage. Selon les règles militaires, le butin appartient aux seigneurs et aux combattants reconnus. Les ribots, issus des basses classes, s'approprient les richesses de la cité. Les chevaliers en armure montent vers la ville pour chasser leurs propres irréguliers. Un deuxième front s'ouvre à l'intérieur même des murs de la ville. Les cavaliers lourds pénètrent dans les rues équipées de gourdins. Ils frappent les ribots pour les forcer à abandonner leur butin. Cette intervention interne brise la chaîne de commandement croisée. La ville devient une zone de friction chaotique sans ligne de front définie. La communication se fondre sous le volume sonore des combats et des effondrements. Privés de leur butin, les ribots changent de stratégie opérationnelle. S'ils ne peuvent pas conserver les richesses, ils décident de détruire la structure. Ils utilisent des torches et des foyers domestiques pour allumer les incendies. Le feu modifie immédiatement la dynamique de survie dans l'enceinte. Les flammes se propagent rapidement à travers les toitures en bois et le torchis. La chaleur génère une pression thermique insoutenable dans les ruelles confinées. La fumée épaisse annule la visibilité au-delà de quelques mètres. L'oxygène diminue rapidement dans les zones les plus denses. Les combattants et les civils suffoquent avant même d'être atteints par les flammes. L'incendie pousse la population survivante à chercher refuge dans les grands édifices. L'église Sainte-Madeleine et la cathédrale Saint-Nazaire deviennent les ultimes points de rassemblement. Leurs murs en pierre offrent une illusion de sécurité contre la chaleur extérieure. Des milliers de personnes s'entassent dans ces espaces fermés.
La densité humaine y dépasse rapidement les limites physiologiques viables. Les portes des églises finissent par céder sous la pression combinée des assaillants. C'est à ce moment que la consigne opérationnelle est clarifiée. Arnaud Amaury refuse toute distinction entre les factions religieuses ou les non-combattants. L'ordre de liquidation est exécuté sans tri tactique ou interrogatoire préalable. Le combat cesse d'être un affrontement pour devenir une opération de nettoyage systématique. Les voûtes des églises amplifient le son et concentrent la chaleur environnante. Le plomb de la toiture de la cathédrale commence à fondre sous la température. Les structures en bois soutenant les toits se fondent sur la foule massée en dessous. La pierre des murs finit par éclater sous le stress thermique. Le refuge devient un piège structurel sans issue possible ni espace de repli. Toute tentative de sortie est bloquée par l'accumulation des débris et des corps. Les croisés n'ont presque plus besoin d'utiliser leurs armes blanches ou leurs projectiles. Le fondrement architectural et l'asphyxie réduisent à néant les dernières poches de résistance. Le sac de Béziers dura moins d'une seule journée. La destruction physique de la ville modifia l'approche stratégique de la croisade albigeoise. La nouvelle de la chute rapide de la cité se propagea vers l'ouest. Ce résultat exposa la vulnérabilité des fortifications face à une faille humaine mineure. Carcassonne et d'autres places fortes durent réévaluer leur propre posture défensive. L'événement accéléra la reddition de plusieurs bastions environnants sans nécessité de combat. Le commandement croisé utilisa cette destruction comme un levier psychologique majeur. Cela réduisit le besoin de mener de longs sièges dans les semaines suivantes. Béziers illustre comment la défaillance d'une procédure de contrôle condamne une forteresse. Soutenez la chaîne et partagez vos retours pour que nous puissions continuer d'améliorer la qualité de ces reconstructions.